prochaine conférencière, Trisha Kaplan, qui est directrice nationale, programme et initiative d'inclusion du Sentier transcanadien, le réseau transcanadien. Consciente des nombreux obstacles qui empêchent la pleine participation, Trisha gère les initiatives visant à éliminer les obstacles et à rendre les possibilités de sentiers donc accessibles, sûrs et agréables pour tous. Bienvenue, Trisha. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, de faire partie de cette conférence. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis avec le Sentier transcanadien depuis 8 ans maintenant et je dirige les programmes nationaux relatifs à l'inclusion et je travaille avec les collectivités, les communautés qui ont donc des obstacles à ce titre. Moi, j'ai une peau blanche, j'ai des cheveux courts, bruns, et j'ai des lunettes. Mon pronom est elle, et moi, je suis dans un sous-sol en ce moment, assez vide d'ailleurs. Alors, le sentier transcanadien se situe sur le territoire traditionnel des Premières Nations, des Inuits et des Métis d'un océan à l'autre, et nous sommes engagés à la réconciliation avec les Autochtones. Je présente aujourd'hui depuis le territoire traditionnel et non cédé du peuple Syilx, qui vit de façon durable sur cette terre depuis des temps immémoriaux. Prochaine diapo. Alors, je vais vous parler un tout petit instant du sentier transcanadien en général avant de passer aux questions d'accessibilité. Prochaine diapo. Voilà une image très vaste du sentier canadien et il y a des lignes jaunes où on voit où le sentier se trouve. Le sentier transcanadien qu'on appelle parfois le TCT, c'est un sentier national d'un océan à l'autre. Il s'étend sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et aussi des sentiers sur l'eau et relie 15 000 communautés au pays. 80% des Canadiens vivent à moins de 30 minutes du sentier et je suppose donc que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Prochaine diapo. Que veut-on dire par sentier accessible? Prochaine diapo. Une approche de conception universelle consiste à prendre en compte les besoins du plus grand nombre de personnes possible dans la conception, la construction et l'entretien d'un sentier. Cependant, nous voulons également offrir un accès à la gamme d'expériences très vaste de sentiers souhaités, car les intérêts et les souhaits et les besoins de chacun sont différents. Et nous nous efforçons d'appliquer les principes de conception universelle tout en tenant compte du large éventail d'intérêts des utilisateurs de sentiers, donc partout sur notre réseau. Voici quelques exemples de ce que nous considérons comme des sentiers accessibles ou adaptatifs qui répondent à différents besoins. D'abord, le sentier physique même. Voici un sentier urbain, le Capital Pathway à Ottawa. C'est un de nos sentiers donc urbains. C'est pavé, c'est assez large, il y a des faibles dénivelés, il y a une ligne jaune au milieu et cela indique les directions aussi à prendre. Il y a des affichages aussi un peu partout. Il y a des rampes, des appuis-mains sur le pont. Et voici quelqu'un qui utilise donc un vélo à 3 roues. En contraste, voici une photo de Terre-Neuve sur une ancienne voie ferrée. C'est beaucoup plus rural. Il y a une forêt. Ce n'est pas donc pavé, c'est en gravier. Et il y a une femme qui est en fauteuil roulant manuel ici. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est un sentier motorisé. On peut y voir des véhicules tout-terrain, par exemple, ce qui veut dire une plus grande accessibilité, mais aussi moins d'accessibilité pour ceux qui utilisent des fauteuils roulants ou des vélos. Nous considérons aussi la gamme des gens qui souhaitent utiliser le sentier. Voici donc un sentier pavé
Fish Creek Provincial Park à Calgary. Il y a un homme aveugle avec une canne blanche, une femme en fauteuil roulant électrique et une autre femme qui marche à côté. Et encore une fois, il y a une ligne jaune au milieu pour indiquer les directions. Et nous croyons que c'est assez accessible et cela convient à une grande gamme, une grande fourchette d'utilisateurs. Nous considérons aussi la variété d'équipements et d'appareils qu'on pourrait vouloir utiliser. Voici une photo de Mania qui est sur son tricycle adulte sur le Banff Legacy Trail, donc près de Banff. Donc, on pense toujours aux différents appareils qu'on pourrait vouloir utiliser. Prochaine diapo. Mais bien sûr, il y a tant d'activités auxquelles les gens pourraient vouloir participer. Voici un sentier qui donne accès donc à une rampe de mise à l'eau accessible. C'est sur le lac supérieur dans le nord de l'Ontario, près de Sault-Sainte-Marie. Et en arrière-plan, sur le quai, on voit une affiche qui décrit comment utiliser cette rampe de mise à l'eau accessible. Et on voit donc la rampe également. Prochaine diapo. Et enfin, on pense aussi à ceux qui recherchent des aventures différentes. Voici une athlète paralympique qui fait du vélo de montagne adapté en Colombie-Britannique. C'est sur une piste de vélo de montagne adapté près de Nelson, en Colombie-Britannique. Alors, nous demandons toujours comment faire en sorte que le sentier transcanadien soit accessible à toute la gamme de personnes, de besoins et de désirs qui existent et en essayant de rendre chaque section aussi accessible que possible. Chaque section est régie par différents règlements provinciaux, des exigences provinciales. Donc, c'est vraiment, il s'agit pour nous de jongler avec tout ça. Alors, le sentier transcanadien participe à plusieurs projets relatifs à l'accessibilité. Voici une photo d'un sentier, donc en bois, qui a été bâti par un de nos partenaires, une communauté autochtone, qui a donc créé cette promenade en bois pour accroître l'accessibilité. Alors, il y a des sentiers toutes personnes qui sont accessibles à presque tout le monde. Moi, j'ai compris ce terme lorsque j'étais en Massachusetts, et j'aimerais voir ce type de sentier davantage au Canada. Habituellement, il y a des surfaces compactes, dures, avec des affiches concernant l'accessibilité et d'autres éléments accessibles, par exemple, des guides, des cartes, des éléments tactiles, des jardins sensoriels, bon, de l'écriture de braille. Un exemple, c'est que certaines des caractéristiques sont analogiques, ce qui rend la chose beaucoup plus accessible à de plus nombreuses personnes. Il y avait un arrêt avec un affichage d'interprétation concernant les espèces. Donc, il y avait aussi un guide audio et il y avait aussi des affichages permettant d'avoir l'arrêt, de faire un arrêt. Et puis, il y avait aussi un affichage pour prendre un sentier différent. On arrivait à un endroit où on pouvait sentir avec nos doigts, donc certains éléments. Alors, nous avons un sentier toute personne en Saskatchewan et un en Colombie-Britannique dans l'intérieur. Maintenant, on a participé à ces deux différents sentiers. Prochaine diapo. Nous encourageons toujours les groupes qui s'occupent des sentiers de considérer l'accessibilité. On offre du soutien aux groupes qui mettent en place des caractéristiques de sentiers accessibles uniques, par exemple. Ça pourrait être un pont, une toilette, un sentier en bois. Ici, on voit
une toilette accessible en construction, et c'est en Alberta, dans un environnement plus rural. Et donc, la toilette accessible est en rouge comme un élévateur à grains. Et nous avons travaillé donc avec plusieurs organisations pour donc installer la technologie Blind Square le long des sentiers. Je veux maintenant prendre quelques instants pour parler du sondage national sur l'accessibilité des sentiers qu'on a mené au printemps passé. Le Sentier transcanadien a lancé ce sondage, cette enquête, avec le soutien d'Access Now. Et je ne vais pas parler de statistiques, mais je vais vous parler de certaines conclusions de l'enquête. L'objectif était de savoir comment la communauté des personnes handicapées accède aux sentiers et connaître les outils nécessaires pour le faire en toute sécurité. Ces résultats nous aideront, nous, ainsi que d'autres intervenants du secteur des sentiers et des gestionnaires de sentiers, à mieux comprendre comment développer, construire et gérer les sentiers accessibles. Bien que l'enquête ait été conçue comme une enquête nationale et qu'elle ait été distribuée à l'échelle du pays, nous avons reçu 360 réponses, davantage que ce à quoi on s'attendait, et c'est provenu de 20 pays différents dans le monde. Et c'était de partout dans le monde. Alors, je vais vous parler de quelques-uns des résultats. Prochaine diapo. Une des questions de l'enquête, c'est à quelle fréquence utilisez-vous des sentiers de loisirs? La plupart ont dit tous les mois ou toutes les semaines, peu ont dit au quotidien ou jamais. Une autre question, c'était pourquoi utilisez-vous les sentiers? La plupart ont répondu pour la nature et aussi un grand nombre ont dit pour la santé physique ou mentale. Nous avons posé la question, quelle est la durée de la plupart de vos sorties en sentier? Presque tout le monde a répondu de 1 à 3 heures ou entre 30 minutes et 1 heure. Très peu ont dit moins de 30 minutes et encore moins ont répondu 3 heures ou plus ou plusieurs jours. Une autre question, quel est votre format préféré pour la classification des sentiers? Plus de la moitié préfèrent avoir des informations détaillées sur le sentier. Et ça, c'est tellement intéressant pour nous parce que les gens veulent vraiment cette information précise, la largeur, la distance, le pavage, plutôt que des certifications et des désignations des couleurs. Bon, par exemple, de débutants, intermédiaires, avancés. C'était de l'information très intéressante pour nous. On a posé la question aussi, si vous n'utilisez pas les sentiers, pourquoi? Plus de la moitié ont répondu parce qu'ils ne savent pas quels sentiers sont accessibles. Et voilà donc un renseignement fort intéressant. Dernière diapo. Si vous aviez facilement accès aux informations sur les sentiers accessibles, utiliseriez-vous les sentiers plus souvent? Plus de la moitié ont répondu oui. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça suggère que l'écart à faire avec la construction de sentiers accessibles, bien que ça devienne de plus en plus fréquent, particulièrement dans les régions urbaines, mais aussi, il s'agit aussi de l'accès à l'information concernant ces sentiers. D'abord, il faut savoir où ils sont et ensuite comprendre à quoi on peut s'attendre avant de se lancer sur un sentier. Prochaine diapo. Donc, au cours des années qu'on a mené ce travail, il y a eu tant de leçons que nous avons tirées. En voici quelques-unes. Pour offrir une gamme d'expériences sur un réseau de sentiers pour répondre à plusieurs besoins et plusieurs intérêts. C'est un défi, mais c'est très important. Une autre leçon, de tenir compte de toute une gamme d'utilisateurs avec différentes capacités. Ensuite, il faut communiquer les détails quant aux sentiers. C'est absolument critique, plutôt que simplement les coder.
Il faut partager les cartes et les distances en ligne. C'est important pour que les utilisateurs puissent se familiariser avec le sentier et puis aussi engager la participation des gens qui ont du vécu dans des sentiers, dans le développement, donc du design à la construction. Voilà l'information que j'avais à vous donner. Je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Trisha. Oui, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir toutes ces questions et on vous demandera d'y répondre plus tard. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci de m'avoir donné l'occasion d'être avec vous.